Et je le répète demain, spécial Bob Marley avec Francis Dordor au micro de Pop Pop Pop. Charline, êtes-vous là ? Oui, Antoine Decaune, je suis là, fidèle au poste. Bonjour Charline, qu'est-ce qui va se passer dans l'heure qui vient ? Dites-moi. Je vous entends plus. Moi je vous entends très bien. Antoine. Bon, très bien, alors je vais vite vous annoncer notre invité. C'est le philosophe Jacques Rancière qui nous accompagne jusqu'à 18h. Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Laetitia Gaillet. Il s'appelait Michel Fourniret, il avait 79 ans et il est mort aujourd'hui à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Fourniret, tueur en série qui purgeait 2 peines de prison à perpétuité pour les meurtres de 8 femmes et jeunes filles. C'est le procureur de Paris, Rémi Heitz, qui a annoncé sa mort cet après-midi. Ainsi s'achève donc le parcours d'un tueur en série qui n'a pas livré tous ses macabres secrets. Anne-Laure Labalette de France Bleu, Champagne-Ardenne. Le casier judiciaire de Michel Fourniret s'ouvre en 1967 dans les Ardennes. Il a 25 ans et écope d'une peine de prison avec sursis pour agression sexuelle. Nouvelle condamnation en 84 pour viol, en 87 pour plusieurs agressions. Quelques semaines après sa sortie de prison, il commet sans doute son premier meurtre dans l'Yonne. Isabelle Laville a 17 ans. D'autres viols et meurtres suivront jusqu'au 26 juin 2003. Ce jour-là, Fourniret est arrêté en Belgique et c'est Marie Ascension, 13 ans, qui le fait tomber. Il l'a attirée dans son fourgon, l'a ligotée. Elle a réussi à s'échapper et a donné l'alerte en mémorisant la plaque d'immatriculation de la camionnette. Il faudra des mois d'enquête et d'aveux de son ex-femme et complice pour que le pays découvre enfin l'horreur dont Fourniret a été capable. En 2008, devant la cour d'assises des Ardennes, il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Peine incompressible pour le viol et le meurtre de 7 jeunes femmes. Depuis, il a avoué le meurtre d'Estelle Mouzin, disparue en 2003 à Guermantes. Les enquêteurs n'excluent pas aujourd'hui qu'il soit impliqué dans d'autres affaires non résolues. Et ce qui fait réagir l'avocate du père d'Estelle Mouzin, dont l'affaire ne sera jamais jugée. Corinne Herman, en colère, dénonce l'échec de la justice française. Rien n'a été fait et tout ce temps perdu coûte aujourd'hui beaucoup de douleur aux familles. La menace du Hamas à Israël, le mouvement islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza donne à Israël jusqu'à 18h, c'est-à-dire maintenant, heure de Paris, pour retirer ses soldats de l'esplanade des mosquées et du quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est. Sinon, le Hamas menace de frappe. Cela fait suite aux affrontements de ce matin entre forces de l'État hébreu et palestinien. Plusieurs dizaines de Palestiniens ont été blessés. De son côté, Paris a appelé à la retenue l'ensemble des parties. Et on apprend ce soir l'annulation de la marche des jeunes Israéliens pour le jour de Jérusalem dans la vieille ville. 4 personnes ont été interpellées entre hier soir et ce matin dans l'enquête sur le meurtre d'un policier à Avignon la semaine dernière. Parmi eux, l'auteur présumé des tirs. Selon son avocat, il conteste les faits qui lui sont reprochés. En marge de cette affaire, à Lyon, des inscriptions ont été taguées sur un mur de la ville, des menaces contre la police qui font écho à la mort d'Éric Masson. Une enquête a été ouverte. Thierry Suquet, le préfet délégué à la défense et à la sécurité dans le Rhône. Nous avons des policiers qui sont menacés, violemment menacés. C'est des menaces graves, intolérables, insupportables et de nature extrêmement violente. Quand on s'attaque à eux, on s'attaque à des hommes et à des femmes qui tous les jours défendent nos libertés, qui tous les jours assurent notre sécurité, qui au quotidien défendent les valeurs de la République. Et c'est probablement pas un hasard si en s'attaquant à la police, on le fait aussi devant des écoles ou devant des équipements publics. On est obligé de prendre ces menaces au sérieux et on les prend au sérieux. Et je le redis, ceux qui menacent les forces de l'ordre à ce moment-là n'ont qu'un seul objectif, les déstabiliser les institutions républicaines et s'attaquer à ce qui fait le cœur de la République. Et ce soir, Jean Castex, le Premier ministre, doit recevoir les syndicats de police qui réclament une réponse pénale forte contre ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Le parquet de Marseille ouvre une enquête après la plainte d'un pilote de l'armée de l'air pour bizutage en Corse. Les faits remontent à mars 2019. Le pilote en question a été attaché à une cible et des mirages ont tiré autour de lui. Ces faits ont été dénoncés à la hiérarchie. Les auteurs des tirs sanctionnés en interne, mais le pilote a décidé de poursuivre l'affaire au pénal. Avis à ceux qui voudraient profiter du week-end de l'Ascension pour boire sur les plages. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris un arrêté aujourd'hui. Il interdit la consommation d'alcool sur les plages, les digues et les promenades du littoral la journée, ce jusqu'au 31 mai prochain. Il faudra donc attendre le 19, la semaine prochaine, pour la réouverture des terrasses. Rouvrez dès le 19 mai. C'est le message d'ailleurs de Bruno Le Maire. Le ministre de l'économie et des finances assure que le fonds de solidarité sera préservé en intégralité tout ce mois. Ensuite, les établissements seront indemnisés au prorata de leur perte de chiffre d'affaires. Rouvrez donc. Message reçu à Arcachon. À la table du boucher, on est prêt. C'est un reportage de Stéphanie Skock.
Une partie des employés est de retour au restaurant cette semaine pour un grand ménage avant réouverture. Le chef, Hervé, retrouve sa cuisine après 6 mois d'absence. Lui n'a jamais envisagé de jeter l'éponge. Malgré les doutes, c'est une petite baisse de morale en début d'année. En janvier, c'était assez compliqué. Donc on s'est tous appelés pour un petit peu aussi se remotiver et voir où tout le monde en était psychologiquement. Et on s'est remotivé. On a tout de suite reparlé de ce qu'on allait faire à la réouverture, quels étaient les produits qu'on allait travailler. On s'est même un petit peu amusé chez nous à faire quelques recettes. Et dans notre tête, c'était déjà acté ce qu'on on allait faire. Aujourd'hui, un seul employé manque à l'appel de la table du boucher d'Arcachon, le chef de partie qui a décidé de changer de métier et s'est reconverti dans l'entretien des jardins. Pour le reste, ils sont tous très motivés de retrouver les clients, à l'image de la chef pâtissière Victoria. Elle a profité de la fermeture pour inventer de nouveaux desserts qu'elle a testés sur son mari. Il y en a qui étaient contents à la maison d'ailleurs de goûter toutes ces sucreries. Il n'est pas très content que je reprenne parce que il va plus avoir de dessert à la maison. Donc, mais autrement, je me suis bien amusée avec à la maison. J'ai réussi à faire du travail, améliorer des recettes parce que c'est une passion. La table du boucher prévoit une réouverture en fanfare avec une grosse saison estivale qui se profile à Arcachon. Stéphanie Skock, il est sain et sauf. Les secours ont pu remonter cet après-midi à la surface. Le spéléologue qui était bloqué depuis samedi à 130 mètres de profondeur dans le gouffre de Vauvougier à Malbran dans le Doubs. L'homme de 55 ans souffre de blessures au dos. Il a été hospitalisé. Une centaine de personnes, spéléologues, bénévoles, pompiers et gendarmes ont été mobilisés depuis samedi. France Inter, 17h06. Ce soir, sur France Inter, Jean Nouvel est dans l'heure bleue. 20h, Laura Adler. Architecte, il a été choisi par François Mitterrand pour le premier de ses grands travaux. Jean Nouvel est notre invité pour parler de son parcours et de ses nouveaux projets Jeune Ville à Gennevilliers. L'heure bleue, l'espace des possibles. Du lundi au jeudi, sur France Inter, à partir de 20h. Et qu'on se le dise, c'est par Jupiter sur France Inter et c'est maintenant. Mais qu'on se le dise, bien sûr, on est là pour... C'est maintenant. Mais qu'on se le dise, bien sûr, on est là pour le dire. Laetitia Gaillet. Voilà. Forcément. Vous avez un son un peu, vous êtes loin. Ah, allô, est-ce que vous m'entendez? Je vous entends bien, mais j'ai l'impression de vous entendre au fond de votre salle de bain. Ah bon? Ouais, on est toujours dans un théâtre, on n'est toujours pas rentré à la maison de la radio. Oui. Je pense que vous voulez plus de nous, en fait. Hein. On a bien compris. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Merci Laetitia Gaillet. Je vous dis à demain. À demain. Vous avez entendu Laetitia? Oui. On a un problème apparemment. 11h dans le théâtre occupé de Par Jupiter. Salut les amis. Salut Charline. Quel privilège recevoir Jacques Rancière, formidable, philosophe exceptionnel. Ouh là là, j'aime pas quand tu fais ton Michel Drucker. Michel Drucker, mais on reçoit pas chez là, hein. C'est Jacques Rancière, le théoricien de l'émancipation. Oh là là, moi j'adore, j'ai lu La Nuit des prolétaires, tu penses bien? Oui, à 17h, les amis, 60 ans de recherche philosophique nous contemplent. Oh là là, c'est le maître à penser de ma mère, j'ai été biberonnée à sa pensée. Évidemment, mais qui ne connaît pas Jacques Rancière? Mais attends Charline, tu l'as découvert comment toi? Comment? Alors... Un jour, je l'ai entendu à la radio, et puis ça m'a conduit à me plonger dans ses livres, me familiariser avec sa pensée. Ah ouais? Simplement. Et ça fait longtemps, hein? Tu l'as entendu quand à la radio? Oula, ça fait il y a au moins 3 semaines, je fais Trapenard. Ah d'accord, ah oui. Bah oui, évidemment, qui ne connaît pas Jacques Rancière? Exceptionnel théoricien de l'émancipation. Je ne connais pas Jacques Rancière. Mais bien sûr que si, maintenant je connais. J'ai lu sa dernière publication, figurez-vous. Et puis la stagiaire, elle m'a fait des fiches. Mais comment tu fais la meuf qui sait alors que pas du tout? Eh oui, c'est un métier, hein, ça s'appelle les médias. Mais c'est vrai, en Belgique, on n'a pas le bac philo. Ah bon? Mais c'est qui le philosophe le plus connu de Belgique? Jean-Claude Van Damme. Bon, alors en même temps, Van Damme, il prend pas les gens pour des imbéciles. Je pense qu'à cet égard, Rancière ne le renierait pas. Ah bon? Non mais attendez, vous êtes sérieuse là? Vous allez nous foutre la honte, hein? Bon, allez, viens, on va t'aider Charline. Alors par exemple, première question. Je note. Oui. Jacques Rancière, comment les films de Jean-Claude Van Damme s'inscrivent-ils dans l'idée de l'égalité des intelligences? Allez, et dépêche-toi, hein. On ramasse les copies à 17h. Bonjour la France Inter et bienvenue à l'espace culturel Roselyne Bachelot, dont voici la devise: chasser le contrôle continu, il revient pour l'épreuve de philo. Jean-Michel Blanquer, poète incompris du début du XXIe siècle.
Au sommaire aujourd'hui, on commémore à tour de bras, après la Commune, après Napoléon, on fête les 40 ans du 10 mai 81. Sacré du débat, on revisite l'histoire. Pour la 5ème République, on va s'occuper que de François Mitterrand, d'accord? Le reste, c'est de la merde. Donc, tonton. C'est l'histoire d'un mec qui veut que soient rebouchés les nids de poules dans sa ville. Et comme ses réclamations répétées restent vaines, il prend un coup de chaud et se met à dessiner des phallus géants autour des nids de poules. Bon, déjà, de la sorte, les nids de poules, on les voit de loin. Et puis, ça énerve suffisamment les autorités pour obtenir une réaction. Sinon, pour ceux qui ont peur de se faire gauler par la police, il y a ça. Ah non, mais c'est rien, c'est un tatouage. Regarde, c'est un code barre. C'est pour dénoncer la société de consommation. Parce que je sens bien qu'ils essayent de faire de moi un produit. Pour faire passer une réforme, il faut faire davantage de pédagogie. Pour expliquer la stratégie de vaccination, le gouvernement fait de la pédagogie. Une rouste aux élections, on a manqué de pédagogie. Les politiques s'adressent-ils au peuple comme des profs à une classe? Si oui, comment révisent-ils leurs leçons? Je veux mes fiches avant le Conseil des ministres. Je me fais tellement chier au Conseil, avec tous ces cons qui pérorent. Moi, pendant ce temps, je relis mes fiches. Et à mes côtés aujourd'hui, Juliette Arnaud. Oui, et à mes côtés, une équipe de spécialistes de la commémoration. Spécialistes. Tout à fait. Quand l'intégralité des médias français s'accordent à célébrer la si belle et si longue carrière de Michel Sardou, elle préférera, j'en suis sûre, avertir nos oreilles de l'existence d'un ou une musicienne dépourvue de Légion d'honneur, Mélanie Bauer. Si, il a eu beaucoup de prix en Angleterre. Et comme je pense qu'on a un public intelligent, c'est un disque de jazz progressif avec du spoken word. C'est Anthony Joseph. Merveilleux. Ensuite, celui qui peut-être ne commémore pas trop l'anniversaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Je crois que lui attend le 19 août, qui est l'anniversaire de la mort de Groucho Marx, son seul maître à penser. Vous savez, le gars qui disait « Intelligence militaire est une contradiction ». Guillaume Meurice. C'est vrai, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais vous parler des 40 ans, quand même, commémoration aujourd'hui. 40 ans de l'élection de François Mitterrand, bien évidemment. Je suis allé voir ce qui reste de son héritage auprès de la population. C'est quand même un être de déception. Ah, alors déception ou d'exception, on ne sait pas trop. On verra tout à l'heure, on va tirer ça au clair. C'est important d'articuler. Oui, parce qu'on ne sait pas. Enfin, celui qui sait que derrière toute volonté de commémoration, il y a un catéchisme qu'on veut raconter. Alors il observe les flous, artistiques bien sûr, et nous déniche les loups de papier naturellement, Thomas Bideguin. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Je viens, moi, vous parler très simplement de simplicité. Et simplement. C'est déjà beau. Et voici celui qui va élever l'actualité vers les cimes de la philo. Vous êtes, je vous laisse nous annoncer qui vous êtes. Jacques Rancière. Ah, mais voilà. C'est les mêmes. Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud, par Jupidémie. Bienvenue, Jacques Rancière. Merci. Alors, vous publiez un petit ouvrage qui s'intitule « Les mots et les torts » aux éditions La Fabrique. C'est un dialogue avec un jeune philosophe espagnol qui vous connaît par cœur parce qu'il a traduit quasiment toutes vos œuvres en français. Il s'appelle Javier Bassas, il est lui-même philosophe et enseignant à Barcelone. Vous démarrez ce dialogue avec lui sur une question qui est au cœur de vos recherches, qui dit: quelle stratégie langagière faut-il mettre en place pour ne pas endosser la position de celui qui sait et donc produire de l'égalité? Alors pourquoi est-ce que dans un discours, par exemple pour expliquer un discours philosophique ou autre, et produire de l'égalité, pourquoi est-ce que la clé, ça n'est pas tout simplement la vulgarisation? La vulgarisation, ça suppose, moi je sais, simplement je vais parler des gens qui sont un peu des imbéciles, quoi. Et bon, quand je viens à la radio, souvent on me dit attention, c'est le grand public, bon, ce qui veut dire un peu, c'est les imbéciles, donc employer des mots simples, etc. et tout ça, quoi. Bon, il y a même, je me souviens de ce musée comme ça qui demandait qu'il y ait des étiquettes avec des mots seulement, des mots très courts et des phrases très courtes, avec l'idée vraiment les gens comprennent pas, quoi. Donc c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner, quoi. Il faut fonctionner en renversant les choses, en se disant, il n'y a pas de raison qu'ils comprennent pas. Il n'y a pas de raison qu'ils comprennent pas. Le problème, c'est pas eux. Il n'y a pas de distance entre eux et moi. Bon, on a la tête faite à peu près de la même manière. Ce que donc mon maître lointain, Joseph Jacotot, appelait l'égalité des intelligences. Donc la question, c'est pas de savoir comment je vais m'adresser à des gens supposés ignorants. Au contraire, je m'adresse à des gens supposés intelligents. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois moi-même être intelligent d'une certaine façon. Ça veut dire que je dois véritablement constituer un plan d'égalité. Bon, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas simplement, il suffit de se dire, on
est tous copains, tout va bien. Non, bon, ce qui me paraît intéressant, c'est que l'égalité, ça se construit, quoi. Bon, moi, j'ai travaillé pendant assez longtemps sur l'émancipation ouvrière, sur des matériaux venant d'archives ouvrières. Et, bon, en général, on dit, bah oui, ces gens-là, ils souffraient, ils se plaignaient, ils protestaient, très bien, bon, mais c'était pas tellement fort, quoi. Nous, on va un peu expliquer ce qu'ils disaient, pourquoi ils parlaient comme ça, quoi. C'est-à-dire que normalement, on parle toujours, finalement, en introduisant comme un décalage. Même les gens dont on parle, on considère qu'ils sont moins malins que vous. Et par conséquent, on explique. Et voilà, bon, j'ai essayé de renverser les choses, quoi. Bon, je parlais d'ouvriers absolument inconnus qui s'étaient lancés à faire de la philosophie, de la poésie, etc., quoi. Et bon, je les ai pris au sérieux comme poète et comme philosophe, c'est-à-dire que j'ai pas essayé d'expliquer leurs pensées, mais j'ai essayé, au fond, de l'accompagner, de construire quelque chose comme un espace dans lequel leur parole et la mienne, disons, ça se rejoignent. Et de la même façon, si vous voulez, bon, j'ai essayé même de construire une espèce de grand pont qui relie des thèses philosophiques célèbres, Platon par exemple, avec ce que je lisais dans des textes ouvriers. Bon, Platon dit travaille à temps pas, donc il faut que les artisans restent dans leur petit coin, quoi. Et bon, moi j'ai pris des textes ouvriers qui disaient la même chose en disant bon, finalement ils parlent de la même chose et l'important c'est que moi je fasse un discours qui permette aux gens de comprendre que les gens très forts et les gens pas forts, finalement ils parlent de la même chose. Juliette ? Vous avez fait des études qui font de vous un philosophe. Vous venez de le dire, vous avez fouillé dans les archives ouvrières vous avez pratiquement fait de l'archéologie avec la parole des ouvriers. Pour autant, vous n'êtes pas historien. Enfin, vous dites que vous n'êtes pas historien. Vous dites que vous n'êtes pas philosophe non plus. Vous dites que vous êtes chercheur et vous dites que l'intégralité de votre vie, c'est à chercher, à expérimenter. Est-ce que ça peut être une leçon pour nous tous ? Moi, quand j'ai lu votre livre, c'est ce que je me suis dit, que dorénavant, je me ferais chercheur amateur, mais je me ferais chercheuse amateur. Toute votre vie ? Toute ma vie. Jusqu'à, si j'arrive à votre âge. Oui, on peut le dire autrement aussi si on veut. C'est-à-dire que je suis aussi comme quelque chose comme un éternel étudiant, quoi. Effectivement, normalement, il y a des gens qui savent, qui disent ce qu'ils savent et qui enseignent ce qu'ils savent. Mais moi, je ne sais pas, j'apprends. Et au fond, l'idée du maître ignorant, c'est pas l'idée qu'on doit rien savoir, c'est l'idée qu'on doit constamment apprendre, que finalement, le nombre de choses qu'on sait par rapport à celles qu'on ne sait pas, qu'on pourrait savoir, qu'on pourrait chercher, il est extraordinairement restreint, quoi. Et bon, alors après, c'est un choix. Effectivement, il y a des gens qui font une thèse à 25-30 ans et puis toute leur vie, ils monnaient leur thèse en petits articles, et puis on les considère comme des gens sérieux, peut-être même plus sérieux que moi, c'est très très souvent, quoi. Bon, moi, je pense que ce qui est intéressant, si on fait ce métier, si on est enseignant, si on est chercheur, c'est d'apprendre tout le temps, de faire partager autant qu'on peut, participer les gens à ce qu'on apprend. Et bon, ce qu'en plus c'est important parce que finalement, c'est toujours en essayant de dire les choses qu'on apprend soi-même. Il n'y a pas simplement le chercheur qui cherche, qui fait ses petites fiches et puis après qui raconte. Non, d'une certaine façon, l'écriture même, ça fait partie de la recherche. On cherche à bien dire ce qu'on a à dire et finalement, ça veut dire que, en dernière instance, au fond, on cherche ce qu'on a à dire. Et au fond, je crois qu'un vrai chercheur, c'est celui qui passe son temps à essayer de se rapprocher de ce qu'il cherche. Voilà, bon, pour moi, c'est comme ça que je me définirais. Ça ne m'ennuie pas qu'on me dise que je suis un philosophe, que je suis un historien, ou qu'on dise que je ne suis ni l'un ni l'autre. C'est pas mon problème. Je travaille justement, on peut dire, entre les disciplines. Mais intellectuel, ça vous plaît moins comme nom pour vous caractériser? Intellectuel, non, quoi. Intellectuel, qu'est-ce que c'est? C'est un type qui joue le rôle de l'intelligence, quoi. C'est un type qui écrit des articles, qui pense être intelligent. Ça crée de l'inégalité de dire ça? Un tel est un intellectuel? Ça paraît bizarre de dire qu'il y a des gens qui servent de leur intelligence et d'autres qui ne servent pas de leur intelligence. Tout le monde se sert de son intelligence. Donc, qu'est-ce que ça dépend. Guillaume Meurice, pas toujours, mais oui, vous verrez tout à l'heure. Je la préserve, c'est pour ça. Ah non, mais de toute façon, même pour dire des bêtises, il faut être intelligent. On dépense une intelligence folle pour dire des idioties. Et justement, un intellectuel, c'est essentiellement quelqu'un qui dépense toute sa capacité intellectuelle pour dire des bêtises. Oh, super. On va s'entendre alors, Jacques, il n'y a pas de problème. Jacques Rancière, vous êtes avec nous jusqu'à 18h. On va bien sûr revenir à ces questions à travers des sujets d'actualité. Je rappelle, les mots et les torts, la fabrique, des dialogues avec Javier Bassas qui résume très bien aussi votre pensée dans ces questions. Des fois, il met la réponse dans la question. Bon. Hey, vous me reconnaissez? Ah, c'est moi.
gosier, je ressens pas les coups de nez. Hop dans le nuit, je fonce dans la gosier, je ressens pas les coups de nez. Zop, zop, la moche. Zop, zop, la moche. Faut pas faire de pire, je me fais pas bouffer, je m'attends des villes, de moi faut se méfier, dans les grandes villes, les guerres de pitié, que je me faufile, on peut m'écraser. Et scratchant du jeu, faut dans le soulier, je ressens pas les coups de pied. Scratchant du jeu, faut dans le soulier, je ressens pas les coups de pied. Zop, zop, la moche. Zop, zop, la moche. Je joue comme des jours. Regarde des biches. Je me veux cette fille, au sacré gonzesse. Elle est bien gentille, elle a des jolies fesses. Comme toi, elle est nue, elle brille, quelle délicatesse. Si je la titille, qu'elle se confesse. Je perds pas la bille, je prends de vitesse. Je tape dans le nez, et je tape dans le nez. Zop, zop, la moche. Zop, zop, la moche. Zobi la mouche, les négresses vertes. Comment on fait des statistiques ethniques avec des négresses vertes? On ne sait pas. Ce sera une question qui se posera en son temps. Pour l'instant, vous écoutez France Inter, par Jupiter, en compagnie de Jacques Rancière, philosophe. Juliette Arnaud, qui est là avec Jacques Rancière? Un très très beau trio de mousquetaires, Thomas Vidguin, Mélanie Bauer et bien sûr, malheureusement, Guillaume Meurice. Voilà. Voilà. On va essayer de produire de l'égalité avec le journal, Jacques Rancière. Attention, on va se faire l'exercice. La République, c'est moi. Le journal de presque 17h17. C'est très bien ça. Brigitte, tu veux une petite anisette? Et on commence par les titres. Dans ce journal, on parlera de la présidence de François Mitterrand. Ah ouais, on parlera donc d'un truc très long et indigeste. On parlera aussi de l'émission de Laurent Ruquier samedi soir. Voilà, on parlera donc bien d'un truc très très long et bien... Oui, je vois, indigeste. On parlera ensuite de vous, Guillaume. Non, ça marche pas là. Ah si, vous verrez, oui. Non, ça marchait pas. Allez. On commence par la politique. Oui, hier pour célébrer les 40 ans de l'élection de François Mitterrand, Lionel Jospin, Pierre Jox ou encore Bernard Cazeneuve se sont réunis au Creusot. On pensait qu'il n'y avait pas plus beau que le Creusot, mais si, il y a le Creusot avec Lionel Jospin, Pierre Jox et Bernard Cazeneuve. Ça me fout les poux à le regarder. Ah, je peux vous dire que tout le monde est remonté à bloc uni comme jamais à la prochaine présidentielle. Attention les yeux, ça va tout défoncer, fini les 6%. Hein. On vise facile les 3 ou 4%, easy. Oh la vache, c'est lancé, la média à présent. Oui, pour Éric Zemmour, TF1 serait une télévision de gauche. Oui. Grosse pensée aux dangereux punk à chiens du groupe TF1, comme le camarade Gilles Boulot, la narco-syndicaliste Routel Krief, parce qu'elle a un tatouage Robert Hue sur l'épaule, je vous rappelle quand même ça. Politique, hier sur BFM, un journaliste a demandé à Jean-Luc Mélenchon s'il avait des conseils à donner à Éric Dupond-Moretti avant d'affronter Marine Le Pen. Je ne donnerai aucun conseil à monsieur Dupond-Moretti parce que je perdrai mon temps. C'est quelqu'un qui n'écoute personne, qui est extrêmement imbu de lui-même. Quelqu'un qui n'écoute jamais personne et qui est imbu de lui-même. Voilà, Dupond-Moretti est donc le Jean-Luc Mélenchon de La République En Marche. D'ailleurs, Mélenchon a lancé une violente charge contre les écologistes, les traitant de menteurs, hypocrites et fauchetons. Oh, regardez Charline, par la fenêtre du théâtre, regardez. Quoi donc? Ah bah c'est l'union de la gauche qui s'éloigne en courant. Ah ouais. Oh bah cours vite, dis donc. Et on enchaîne toujours à gauche avec le PCF. Oui, et c'est officiel. Fabien Roussel est enfin investi candidat du Parti communiste pour 2022. Candidat à la présidentielle, c'est dingue. Ouais. Par contre, juste un détail. C'est qui Fabien Roussel? Ah oui. Non, ça j'ai pas l'info, Charline. Je ne peux pas vous dire. Alors, Média, Valeurs Actuelles publie une nouvelle tribune de militaires. Ouais.
Bah si, quoi que s'il y a, Charline. Bah, les tribunes de militaires, c'est comme les suites de films. Hein. Le 2 est toujours moins bien. Ouais, vous attendez la troisième, la tribune de la maturité. Voilà, exact. Média, jeudi soir, donc Laurent Ruquier était l'invité de Quotidien et il déclarait ceci. Je trouve que depuis 1 an, les humoristes ont été un peu trop politiquement corrects, un peu gna gna, faut mettre le masque, soyez raisonnable, soyez sage. C'est pas le rôle. Et non, le rôle des artistes, c'est de dire, mais on s'en fout, faites des émissions sans masque, on s'en fout, on est libre, c'est ça. Eh ben, c'est ce qu'a fait Laurent Ruquier samedi soir en réunissant plusieurs dizaines de personnalités de la radio dans son émission. Ah d'accord, et résultat alors? Eh ben, il y en a un qui est testé positif et tout le monde est à l'isolement pendant 10 jours. Ah bah voilà, bravo l'artiste, comme on dit. Technologie, IBM vient de graver la première puce en 2 nanomètres, ce qui permet de réduire considérablement la consommation d'énergie d'un data center. Attendez, Charline, vous avez compris ce que vous venez de dire là? Absolument pas. Voilà, on est tous très gênés là. On enchaîne. Oui, on enchaîne. Oui, alors, des chercheurs ont mis au point des vêtements vivants qui grandissent tout seuls. Oui, donc une pensée pour vous, Guillaume Meurice, qui ne changeait déjà de pull qu'une fois tous les 3 ans et qui pourra désormais garder le même toute sa vie. Charline, je suis là, je vous entends. Oh pardon, excusez-moi. Mais quand vous dites des saloperies comme ça, moi je vous entends en fait. Vous êtes tellement discret, j'avais pas vu. Oui, Merci Guillaume Meurice. Je vous en prie. 17h26 en compagnie de Jacques Rancière sur France Inter. Et voici ce premier sujet que vous nous avez suggéré, Jacques Rancière. Nous sortons à peine de la commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon, qui succède à la commémoration de la Commune. Voilà qu'aujourd'hui on fête les 40 ans de l'élection de Mitterrand. Donc hier au Creusot, la reconstitution historique était hyper bien faite. Il y avait Pierre Jox, Lionel Jospin, Jean Glavany, François Hollande. À côté, le Puy du Fou, c'est des amateurs. Quant à l'héritage de Mitterrand, chez les jeunes de gauche, vu les dossiers qui sortent, notamment sur le Rwanda, on n'est pas loin du cancel mitterrandisme. Tu vois, parfois la vie est plus complexe. Par exemple, des gens de droite peuvent faire des choses très bien et des gens de gauche des saloperies. Mais non. La gauche c'est bien, la droite c'est tous des fachos. Attends, faut pas transiger là-dessus. Sinon c'est la fin. Moi, je trouve ça con comme attitude. Il y a des gens courageux et intègres partout. Et il y a des fachos de gauche. Non. Bah, réouvre tes livres d'histoire, tu vas avoir des grandes surprises. Sarah Foresti et Jacques Gamblin dans Le nom des gens, film de Michel Leclerc. Alors, Jacques Rancière, vous avez noté la conjonction de ces 3 commémorations très succinctes. Quelle réflexion ça a suscité chez vous ? Bon, évidemment, c'est une conjonction qui est quand même intéressante parce que, si on veut aller vite, Napoléon, c'est la révolution enterrée. La grande révolution française enterrée. Bon, disons, on est près de la semaine sanglante. La semaine sanglante, c'est la révolution des petites gens, la révolution des inconnus qui croyaient qu'ils pouvaient créer un monde commun par eux-mêmes. Donc, qui a été évidemment écrasé dans le sang. Et puis, 1981, c'est ce que j'appellerais, moi, la révolution simulée, quoi. Disons qu'on a eu donc la révolution enterrée, la révolution écrasée, et puis la révolution simulée, quoi. Et en même temps, d'une certaine façon, ce qui frappe, il y a eu Napoléon, mais l'idée républicaine, elle est restée forte tout le 19e siècle. Il y a eu l'écrasement de la Commune, et la sociale, c'est resté quelque chose de très très fort dans la tête des gens pendant des décennies et des décennies, quoi. Donc, en un sens, ce sont des répressions qui ont raté, quoi. Et je dirais qu'en revanche, disons, la simulation, c'est peut-être la répression qui a réussi. Parce que effectivement, c'est très bien, ils ont tué personne, ils ont écrasé personne, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait finalement, ces gens qui sont arrivés en 81, vraiment fiers à bras et tout ça, c'est la vraie révolution, c'est nous, quoi. C'est pas les gauchistes un peu ridicules, c'est nous qui allons changer le monde, quoi. Changer la vie, déjà. Changer la vie, ils allaient changer la vie. Effectivement, ils l'ont changé, quoi. En la rendant sinistre, c'est-à-dire que alors que les autres, disons, écrasements des révolutions antérieures avaient réveillé finalement, avaient maintenu des espèces d'espérance, des espèces d'énergie combattante pour des gens qui voulaient changer la vie, vraiment, quoi. Là, non, c'est le contraire, c'est-à-dire que petit à petit, d'année en année, de décennie en décennie, d'une certaine façon, ils ont réussi vraiment à tuer même ce désir de changer le monde, ce désir d'un autre monde. Donc voilà, je crois qu'il y a quelque chose là qui est on sait très bien ce que disait Marx après Hegel, à savoir que les grands événements se répètent 2 fois, une fois en tragédie puis la deuxième fois en farce, quoi. On arrive à la fin de la farce, mais on s'en ficherait d'une certaine façon si la farce ne coûtait qu'à ceux qui l'ont organisée, quoi. Malheureusement, ça coûte à tout le monde, c'est-à-dire que à la fin de un petit peu de ces décennies marquées par la domination socialiste, évidemment à épisode,
on se sent effectivement comme plus démoralisé, comme plus démuni. D'une certaine façon, on a le sentiment qu'on est complice, quoi. On a un peu honte, d'une certaine façon, d'avoir vécu cette période, quoi. Ce qui n'était pas le cas des survivants de la Commune, par exemple. Donc l'impression d'avoir un simulacre de commémoration, c'est normal alors. On se demandait. On peut dire. Ça dit, bon, c'est vrai que les commémorations, ça pure sens, une commémoration, parce que bon, on peut se demander pourquoi vraiment il y a besoin de commémorer Napoléon. Pourquoi est-ce que le gouvernement commémore Napoléon? On voit bien que c'est pas une affaire de se légitimer en disant on est avec lui. C'est pas ça, quoi. Je crois que dans cette espèce de rituel des commémorations, alors je parle du côté officiel, quoi, il y a non pas du tout le rappel des grands événements, mais au contraire, disons l'idée, les événements, il y en a eu dans le passé, quoi. Nous maintenant, on est dans le présent, on prépare l'avenir. Le passé, on veut plus entendre parler. Le passé, c'est les gens de gauche, les socialistes, c'est les syndicalistes archaïques. Nous, on est dans le présent, on prépare le futur. Donc, au fond, les commémorations, c'est un peu comme des anti-commémorations, des anti-événements, quoi. C'est-à-dire qu'on dit, bon, dans le temps, il se passait des choses qui changeaient les choses, quoi. Mais maintenant, grâce au ciel, c'est fini. Voilà, ça s'annule. Jacques Rancière. Nous allons passer à Mélanie Bauer pour un petit peu de musique avant de reprendre la conversation. Oui, avec un poète romancier de l'afrofuturisme né à Trinidad qui deviendra anglais, Anthony Joseph sort son 7e album studio. The rich are only defeated when running for their lives. Les riches ne sont vaincus que lorsqu'ils courent pour sauver leur vie. Du jazz dans la tradition du spoken word sur ce nouvel album, 6 titres de 5 à 10 minutes qui racontent l'histoire de la diaspora noire, les destins des Afro-Caribéens, débarqués à Londres pour construire dans le smog de la capitale anglaise leur nouvelle maison. London. How we been slapped so hard with the lash, Sam Selvon said. And it take him 60 years before he could call England home. Voilà ce que nous raconte Anthony Joseph. Son disque s'inspire des livres de Cyril Lionel Robert James, un intellectuel et militant socialiste originaire de Trinité et Tobago aux Antilles, qui œuvra pour l'indépendance de son pays, pour la révolution prolétarienne, auteur d'une étude sur celle de Saint-Domingue et d'une pièce de théâtre sur la vie du héros de la Française, Toussaint Louverture. Sur ce disque, hommage aussi au poète et journaliste jamaïcain Anthony McNeil, décédé en 1996, dont la vie fut baignée d'alcool, de drogue et de jazz. It is language which calls all things to creation. And language is the origin of the world. The word was the great mass of a black star exploding. It was the beat of a drum. The vibration of the body was to bear the boom, the thrust into breath. And breath. Alors, bon, c'est pas un disque pour toutes les oreilles, hein. On est parfois free jazz avec des improvisations difficiles à avaler pour les non-initiés. Et si on ne comprend pas la beauté des textes en anglais, on peut se lasser de cette poésie scandée. En revanche, pour ceux qui aiment le jazz moderne, l'ethio jazz, et qui se laissent prendre par ce genre ancêtre du rap, le spoken word, la qualité et l'exigence de ce disque seront à la hauteur de vos espérances. Du jazz politique, militant, progressif, mémoire et conscience d'une Angleterre ignorée. Enfin, sur ce nouvel album d'Anthony Joseph, on découvre le poète barbadien Edward Kamau Brathwaite, fondateur du Caribbean Artist Movement durant les années 70, au croisement de la littérature, de la musique et d'une vaste réflexion sur l'histoire des migrations des peuples africains. For Kamau, for the furtive sound of his photo-aesthetic exegesis, for his secret technology, his liquid technology, the SEPI, pure energy, seducing the air, lancing the plane of sight. And if vision is righteous and holy and pure, voilà, then il est riche, ce 7e album studio d'Anthony Joseph. The rich are only defeated when running for their lives. Au croisement des arts et du militantisme, un disque important et élitiste qui reste un bel exercice de jazz.
This was after we had buried my father in the soft earth of the Santa Cruz Valley. That same graveyard on the hill where our whole clan will eventually be replanted. And we swung dirges in the midday as the shepherd and his flock dealt with my father day and place. White flowers around his neck. But oh, when that first dirt dashed the casket lid, no amount of ritual can protect you from that sound when it hits. We lit candles upon the tumulus of dirt which lay heavy upon him. Heavier than when I pressed his breastbone in the chapel. While outside, beyond the farmlands, deep in the country, the river continued to run, not knowing that my father had died. And we waited until he was well settled in the dirt before we left. And back at the house, I started rapping with the cousin with the long, long dread that wrap up in a scroll, the one with the biblical name. The one who say he don't communicate by computer. This was when we were standing at the gate, ready to leave that house of mourning. This was after the jewel bag would get bring out. And my brother and I had to choose which as heirlooms, the silver ring with the raised initials of his name. But he laughed and he never told me what those letters spelled when I asked him. In 1978, Only the rich are only defeated when running for their lives. Anthony Joseph, le nouvel album. Merci Mélanie Bauer pour ce beau choix musical qui prend pas les auditeurs pour des cons. Ah non, parce qu'on est avec Jacques Rancière. Jacques Rancière, j'ai une petite question. Tiens, est-ce que l'humour, c'est un langage qui peut créer de l'égalité ? Oui, je pense, c'est-à-dire que parce que au fond, ça consiste en quoi l'humour? Ça consiste au fond à déplacer un peu la manière dont finalement des mots signifient, dont des mots se rapportent à des choses. Donc oui, je pense que l'égalité forcément doit toujours passer par quelque chose comme une rupture du consensus. Le consensus, c'est les choses sont comme ça. Voilà comment il faut en parler. Voilà comment il faut les nommer. Et puis bon, l'humour précisément, on ne sait plus très bien. C'est-à-dire on perd le sens, quoi. Et à chaque fois qu'on perd le sens, on peut dire qu'il y a quelque chose comme du dissensus qui se produit. Donc oui, pour moi, c'est un peu important. Bon, j'essaye autant que je peux, dans une prose qui doit être quand même sérieuse, quoi, qui doit parler des gens sérieux. Bon, malgré tout, d'introduire un petit peu de ces décalages. Alors, effectivement, souvent, les gens ne comprennent pas, quoi. C'est-à-dire qu'ils pensent que je parle sérieusement. Ah oui. Et éventuellement, ils me félicitent ou bien ils me critiquent, quoi. Oui. Mais moi, je crois qu'effectivement, c'est un peu essentiel à ma démarche. Très bien. Eh bien, il crée beaucoup de dissensus. Oui. Car il désoriente beaucoup. C'est Guillaume Meurice. Oui, écoutez, 10 mai 1981, c'était il y a pile 40 ans, Jacques Attali devenait président de la République française. Sous l'avatar de François Mitterrand. 40 ans plus tard, il est toujours en poste. Jacques Attali, vraiment bien joué, très très fort. 1980, c'est une très belle année puisque c'est celle de ma naissance. Et oui, mais aussi celle de la Renault R18 Turbo. Voilà, ça parle à Juliette puisqu'elle vient de Saint-Étienne, qu'on appelle aussi l'autre pays du tuning. Donc 1980, voilà, tous les espoirs étaient permis. L'espoir de la gauche qui avait emprunté son slogan à une citation d'Arthur Rimbaud, changer la vie, on l'a dit. Et puis on connaît la suite, les trahisons, le tournant de la rigueur, le chômage de masse, une économie plus proche d'une citation de Booba. C'est la merde, gros. Alors pour faire le bilan, je suis allé voir les gens. Voilà, 40 ans plus tard, commençons par un électeur de gauche. Ouais, sur le bilan, bon. Ouais, voilà. Oui, c'est pas... ouais, bon. On pourrait résumer ça par ouais, bon. Ouais, bon, quoi. Voilà. Ouais, c'est à peu près ça. Voilà, c'est à peu près ça. Alors, les historiens diront à peu près la même chose. Certains même iront jusqu'à un ouais. Et puis, les militants de gauche, voilà. C'est moins bien dit que Jacques Rancière, mais voilà, on est sur la même thématique. Alors, évidemment, il y a d'autres électeurs qui ont un souvenir bien précis de ce 10 mai 1981.
Au début, on ne savait pas si c'était Giscard ou Mitterrand. Et quand vous avez vu l'image de Mitterrand? Moi j'ai trouvé ça terrible. Terrible, ah ouais, voilà. Oui. Terrible. Terrible. Alors je comprends le traumatisme, hein. C'est vrai qu'il faut revoir l'image, c'est assez sadique, il dévoile le visage du vainqueur petit à petit en partant du haut. Il faut revoir les images de l'INA. Alors du coup au départ on ne sait pas si c'est Giscard ou Mitterrand. Oui. Alors aujourd'hui on n'a plus ça, aujourd'hui ce sont les Belges d'ailleurs qui donnent le résultat 1 heure avant. Voilà, si tant est qu'ils se cassent pas la gueule en scooter. Là je vous renvoie aux mémoires de Charline Vanhoenacker, sa vie, son œuvre aux éditions Brochet. Nous on s'intéresse aujourd'hui à Mitterrand et donc à son élection terrible. Personnellement, j'ai une aversion totale, même à son physique. Ouais, même le physique de François Mitterrand ne passe pas. Ah, je supporte pas sa lippe, Je sens que je vous ai crispé. Disons que le 10 mai 81, c'est pas une date que je retiens comme positive. Là, on sent que je remue des souvenirs. C'est pas évident pour certains. C'est comme le 11 septembre 2001 où la première fois qu'on a entendu une chronique de Thomas Bidegain. Voilà, on se souvient d'où on était souvent. Non mais c'est vrai, on se souvient du traumatisme, de ce que ça a fait en nous, quoi. Traumatisme bien sûr pour nous et pour la France. Il y a eu les 39 heures, il y a eu la retraite à 60 ans, enfin il y a eu plein de choses qui économiquement parlant, étaient de toute façon tout à fait négatives. On sait très bien que la retraite à 60 ans, c'était une hérésie. Mais comme il y a moins de travail, est-ce que c'est pas bien de mieux le partager? Non, à mon avis, c'est pas comme ça qu'il faut voir le problème. Alors après, je suis pas économiste et j'aurais pas à donner un avis là-dessus. Oh là, pas besoin. Oh là, pas besoin d'être économiste. Il y a même Dominique Seux qui donne son avis, donc vraiment c'est open bar, hein. Il n'y a pas de souci. Moi je le fais aussi régulièrement, donc vraiment tout le monde peut donner son avis sur l'économie. Faudrait demander à quelqu'un qui bosse avec un marteau-piqueur toute la journée s'il préfère bosser 4 heures de plus ou 4 heures de moins, ça serait intéressant. Ou alterner, que Dominique Seux tienne le marteau-piqueur une semaine sur 2. Voilà, et moi je prends les pop-corn puis je me mets à côté. Voilà, n'empêche que bon, revenons sur Mitterrand qui est donc le début de la fin. Le laisser-aller qui s'est instauré, puis tout ce truc-là de droit de l'hommiste, on a toujours excusé l'inexcusable. Qu'est-ce que c'est pour vous le droit de l'hommiste? Mais parfois, on s'est rendu compte qu'il valait mieux un pouvoir un peu dur, mais où les gens étaient quand même plus heureux. Au Sisi, par exemple, regardez. Est-ce que sous Sisi, on n'est pas quand même plus heureux et plus stable en Égypte? Les journalistes, peut-être pas, par exemple. Peut-être pas. Peut-être pas. Ouais, on est sur un peut-être pas. Bon, les opposants politiques non plus. Enfin, les gens qui sont pas abonnés à Dictature Magazine dans l'ensemble, on est sur un peut-être pas. Alors que Mitterrand, je rappelle, était quand même un vrai humaniste qui volait sans arrêt au secours des populations en péril. Regardez par exemple au Rwanda. Non, alors là, c'est pas un bon exemple. Non, mais disons que voilà, c'était un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, René Bousquet, donc c'est pas un bon exemple non plus. Bon, enfin, vous chercherez, voilà. Là, non, parce que je sens qu'on s'égare. Essayons quand même de résumer. Une catastrophe, c'est tout. Catastrophe à ce point-là? Oui. À quel niveau alors? Tous les niveaux. C'est un nul. Nul. Il n'y a rien à sauver de Mitterrand? Non, rien. Dehors. Ah bah là, de toute façon, il est parti là. Oui, il reviendra plus. Non, là, il reviendra plus. Ah, je sais qu'en politique, on a vu des comebacks impressionnants, mais alors là, ça serait vraiment balèze. A priori, on est tranquille. Pas la peine de lancer des hashtags sur Twitter. Seul souvenir notable quand même, pour conclure la chronique, l'abolition de la peine de mort. Quand même, on peut le dire, n'est-ce pas, monsieur? Oui, bon, c'est pas une gloire. Non. Ceux qui tuent les gendarmes, c'est ceux-là qui doivent mourir. Il faut qu'ils soient à égalité. Hein. Vous êtes plutôt pour la peine de mort, là? Oui. Ouais. C'est ou la peine de mort, ou Cayenne. Voilà, oui, c'est bien de laisser le choix, quand même, je trouve. Hein, voilà. Donc, pour les électeurs de gauche, on sent qu'ils vont avoir encore le choix l'année prochaine entre le seum et le désespoir. Tout ça parce que le Parti socialiste a renoncé depuis longtemps à défendre les plus précaires contre le capitalisme financier, qu'il n'a pas changé la vie, mais qu'il a bien changé d'avis. Oh. Merci Guillaume Meurice. Voilà, après avoir bien creusé le dissensus, reprenons le dialogue avec Jacques Rancière et Juliette Arnaud. Depuis toujours existe ce comportement infantile chez les garçons qui consiste à dessiner des pénis un peu partout. Il y en a même un vieux de 1800 ans sur le mur d'Adrien en Écosse. Là, c'est en Nouvelle-Zélande de nos jours et l'auteur n'est pas un enfant, mais un adulte qui a des réclamations de citoyens. Les nids de poules provoquent des accidents, les nids de poules ne sont pas remblayés. L'adulte citoyen dessine des phallus géants tout autour pour attirer l'attention nécessaire. Un genre d'art de rue au service de la chose publique. L'art et la politique, on connaît cet art-là. Celui-ci avait sur le spectacle des idées extrêmement fortes, essentiellement axées sur le fait de faire bouger cette société. Il projetait de monter un happening politique pendant les vacances de Pâques pour savoir, selon son expression, si oui ou merde, c'était possible de faire du théâtre de rue sur les lieux de production dans les villes de banlieue. Il cherchait des compagnons pour cette aventure exaltante. Nous nous sommes précipités. Libérez Angela Davis. Libérez Sacco et Vanzetti. Vanzetti. Libérez
Le spectacle avait commencé sous les meilleurs augures. Nous avions réussi à hypnotiser les travailleurs grâce à notre façon anticonformiste de traiter les sujets brûlants. Tous les prisonniers politiques! Libérez tous les prisonniers politiques! Libérez Billy the Kid! C'était un extrait du film Mes meilleurs copains, un film de Jean-Marie Poiré, et vous aurez reconnu peut-être la voix de Christian Clavier. Alors, ce monsieur qui dessine en Nouvelle-Zélande des phallus géants autour des nids de poules, est-ce que ça vous choque, est-ce que ça vous intéresse, Jacques Rancière, ou est-ce que ça vous amuse ? Bon, ça peut être intéressant, mais je trouve que ce qui est surtout intéressant là-dedans, c'est que, bon, disons, ce qu'il fait n'a vraiment aucun caractère érotique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est le moindre côté excitant, quoi. Par conséquent, oui, c'est une manière, en un sens, on peut dire que c'est un bienfaiteur de l'humanité, quoi. Il signale aux gens qu'il y a ces fameux nids de poules, quoi. Après ça, bon, effectivement, il utilise à sa manière ce qu'on appelait dans le temps l'action directe, à savoir, bon, si effectivement la réclamation, le fait de s'adresser au pouvoir, le fait de voter pour les gens, etc., ça marche pas. Après tout, on passe à l'action directe. Sauf que là, il l'a fait tout seul. Il l'a fait tout seul et bon, le problème, c'est que je suis pas sûr véritablement que ça ait un effet. C'est-à-dire quand on regarde la vidéo, bon, je sais bien que c'est une vidéo qui est pas très claire, etc. Bon, ça vient de Nouvelle-Zélande, d'accord. On en parle jusqu'en France aujourd'hui. Absolument, oui, absolument. Donc, quand on voit la vitesse à laquelle vont les voitures sur cette route, quoi, on n'a pas l'impression qu'il n'y ait aucun, disons, qui va engager une réflexion politique, en se demandant pourquoi il a mis ça là, et voilà, il va se lancer dans l'action collective pour, disons, lutter contre les nids de poules, quoi. Alors, est-ce que c'est justement ça? Est-ce que c'est ça qui lui manque? Le fait qu'il soit tout seul. Est-ce que si c'était une chose qui était collective, si ça venait d'un groupe, est-ce que ça aurait plus d'impact? Bon, il est probable qu'une action venant d'un groupe aurait plus d'impact. Bon, qu'en général, quand même, les actions qui ont des impacts, c'est quand même plutôt des actions, disons, de barrage, si vous voulez. C'est effectivement quand on met quelque chose d'autre, disons, au milieu de la route, ou bien quelque chose d'autre, disons, dans les ronds-points, comme les gilets jaunes, quoi. Bon, là, effectivement, on peut imaginer, bon, mais le fait de le faire, disons, un grand nombre, je ne sais pas si ça changerait terriblement les choses, quoi. Donc on est là dans une espèce de chose qui est un petit peu, je dirais, effectivement, normalement, une jonction entre art et politique, quoi. Et en même temps, on a un peu l'impression comme une espèce de dissociation, quoi. C'est-à-dire que, au fond, c'est quelqu'un aussi qui joue un petit peu à l'artiste de rue. Bon, maintenant, les grands artistes jouent aux artistes de rue. Bon, certains deviennent évidemment des gloires mondiales. Donc, bon, on ne sait plus très bien où on est. Donc, le fait de ne plus savoir très bien où on est, quelquequoi, c'est bon pour ceux qui se battent. On peut penser à des exemples célèbres, bon, comme disons le Standing Man à Istanbul lors de l'occupation là disons de Gezi Park à Istanbul. Donc le type qui s'arrête tout d'un coup, pendant 8 heures, en fait, pour l'Atatürk. Et bon, les policiers s'affolent, ils se demandent ce qui se passe, quoi. Un type qui proteste pas, qui crie pas, mais qui reste là debout, puis les gens qui se mettent autour. Bon, voilà, on commence à pas comprendre ce qui se passe, quoi. Bon, je crois que l'important, effectivement, une signification en général, bon, effectivement, d'un côté, bien sûr, c'est qu'une action soit collective, mais aussi, c'est que les gens qui doivent s'occuper du maintien de l'ordre ne savent pas très bien, disons, ce qui se passe, quoi. Ils sont un petit peu déstabilisés. Oui, alors, on les comprend. C'est pas forcément le cas dans cette circonstance-là, mais j'ai rien contre ce type. Hein. Ouais. On a compris. Jacques Rancière, avec nous. Et laissons-nous déstabiliser par une chronique de Thomas Bidguin, par exemple. Aïe, aïe, donc voilà, donc c'est à moi. C'est à vous. Et oui, j'ai l'impression. Et bien, oui, on n'arrête pas de le dire, mais il y a 40 ans aujourd'hui, François Mitterrand accédait enfin au pouvoir. Et le lendemain, on s'en souvient, mourait Bob Marley. Et pour Rocard, il faudrait attendre un peu plus longtemps. Mais les héros du peuple sont immortels. Dommage pour Marley. On se souvient de ses plus grands succès comme Solferino Woman No Cry ou Three at a Little Birds. Voilà. Il y en a plein des comme ça. Ouais. C'est sur l'album Babylon Fabius. Ok. Sacré la gauche, va. Alors, après, donc voilà, 40 ans après, on est en train de rouvrir les terrasses, mais le PS reste malheureusement fermé. On espère qu'on ne les oubliera pas quand on rouvrira les musées. Mais bon, on ne sait pas. Enfin bon, moi je viens ici parler de storytelling, de toutes ces histoires qui sont concoctées par les puissants de ce monde, avec la précision d'une fusée chinoise.
et qui, comme cette chronique, finissent souvent par atterrir avec 8 jours de retard à 3000 km de leur point de chute. Le storytelling, quoi. Et dans le monde des histoires, il n'y a rien qu'on aime tant que la simplicité. Le public raffole, par exemple, des films de super-héros, parce qu'ils sont simples, et que c'est facile, dans les films de super-héros, de savoir qui sont les gentils et qui sont les méchants. Alors que dans les films avec Vincent McCain, par exemple, c'est plus difficile. C'est plus difficile à savoir parce qu'il est toujours coiffé pareil. Ben voilà. Alors que dans les films avec Vincent Lindon, c'est simple. Le gentil, c'est lui. Les autres, c'est juste des ingrats. Voilà. Bon. Et bien la pandémie, c'est comme ça. C'est une histoire simple. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous la vend. L'ennemi est invisible et pernicieux. Il s'attaque à tout le monde. Et le seul objectif de nos héros, c'est de contenir ce satané virus. Parce que chaque vie est importante, comme dans les films avec Vincent Lindon. Même si c'est lui surtout qu'on voit sur l'affiche. Mais bon, c'est simple et c'est facile à vendre. On peut également lire la crise sanitaire un peu autrement, un peu comme la convergence d'un certain nombre de crises qui lui préexistaient. Comme la réduction des espaces sauvages, le vieillissement de la population, la malbouffe, la pollution de l'air, les écarts de richesse, la gestion libérale des hôpitaux, l'abandon des services publics, la dictature du libéralisme. Et là, le récit devient un peu plus complexe. Il suffit plus d'empiler les chiffres de vaccinés pour raconter l'histoire. Alors bien sûr, le virus, tout le monde peut l'attraper, mais n'en meurent dans leur immense majorité que les victimes des dérèglements antérieurs. Les obèses, les malades, les pauvres, les vieux. Sont-ils victimes d'une pandémie ou d'une syndémie ? La synthèse des maux traversant nos sociétés capitalistes. C'est la théorie que défend Barbara Stiegler dans son petit tract Gallimard de la démocratie en pandémie. Plus un territoire est dense, urbanisé et défavorisé, plus l'épidémie flambe. C'est quand même pas de bol. Pour une fois qu'on était sur une narration simple, l'histoire des cow-boys contre les variants indiens. Voilà, mais non. Le système révèle des faiblesses plus profondes et les paradoxes font jour. On limite les achats aux biens essentiels et là, on s'aperçoit que quand les gens n'achètent que ce dont ils ont besoin, les économies s'effondrent. Pas de bol. Donc, pour une fois qu'on avait un récit guerrier, avec les gentils contre les méchants, là, ceux-là qui viennent jusque dans nos bras, et qu'en plus, ils pouvaient tenir jusqu'aux élections, eh ben non. Parce que le problème, quand la simplicité disparaît, c'est que les héros s'évanouissent avec elle. On s'en souviendra dans 2 ans, quand on célébrera certainement en grande pompe les 40 ans du tournant de la rigueur. Rocard nous manquera, Bob Marley aussi, surtout Marley avec son hit Positive Very Good Vibration. Mais bon, c'est comme ça. Les histoires simples ne le restent jamais longtemps. Elles ne sont pas destinées à nous faire réfléchir sur le monde et ses errances. Elles sont simplement là pour nous les faire oublier. Thomas Bidguin. Eh oui. On a envie de laisser un silence pour que le silence après ce soit aussi du Thomas Bidguin, tellement c'était bien. Voilà. Merci beaucoup Thomas. On peut vous réécouter bien sûr sur pour France comprendre. En podcast, en tout ce que vous voulez. Merci Thomas. Jacques Rancière avec nous, ce dernier thème qu'on vous soumet, pour nous expliquer ses réformes ou sa stratégie de vaccination. Avant chaque discours, les ministres nous annoncent qu'ils vont faire preuve de pédagogie. C'est apparemment indispensable pour que nous, le peuple, nous puissions comprendre. Tant là-haut, la pensée semble complexe. Alors comment s'adresser au peuple ? La pédagogie, est-ce un dérivé de la démagogie ? Oui, j'aime le peuple, oui, j'aime le peuple. Et je le crie bien haut. Mais oui, mais j'aime le peuple. Mais mon cher ami, ça n'est... Comment vous expliquer ? Ça n'est pas une question de voix, c'est une question d'intensité intérieure. C'est moi, je vais vous le faire si vous permettez. Moi, j'aime le peuple. Oui, voilà. Mais oui, non, mais ça doit venir, c'est-à-dire que ça doit venir du ventre. Oui, j'aime le peuple. Mais j'aime le peuple. Et alors après ça, vous êtes en possession de votre texte, de votre inspiration, n'est-ce pas, que vous pouvez... Moi, j'aime le peuple, voyez-vous. Oui, moi, j'aime le peuple. Ben non, là, on dirait que vous parlez du cassoulet, c'est malheureux. Michel Serrault, Roger Carrel, dans La gueule de l'autre, film de Pierre Tchernia. Jacques Rancière, pourquoi est-ce que le gouvernement dit toujours, nous prévient, il va s'adresser à nous avec pédagogie ? Est-ce que ça crée de l'égalité ? Est-ce que c'est une bonne manière de faire ? Ou est-ce qu'on nous prend pour des élèves ? Bon, je pense que la réponse était déjà dans la question. Ah, c'est pas le genre, Jacques, vraiment. Et ça, c'est un bingo. Ça, vraiment, mais bon, non, mais reprenons les choses plus calmement, quoi. Oui. Bon, disons qu'il y a une
depuis une quarantaine d'années, il y a donc les gouvernants du monde qui ont décidé que maintenant il fallait cesser un peu la récréation, quoi, passer aux choses sérieuses, et que par conséquent, bon, il y avait un certain nombre d'abus qui étaient arrivés dans l'histoire, des gens qui avaient acquis des droits sociaux, il y avait des lois sur le travail, il y avait la retraite, il y avait un tas de choses, des services publics, pas chers et tout. Donc qu'il fallait maintenant mettre fin un petit peu à tout ça, parce que c'était dangereux, que ça créait de la crise, et puis que ça menaçait les économies. Bon, parfait. Donc voilà, ils se sont lancés tous dans cette croisade-là. Sauf bien sûr que c'est pas des choses qu'on peut dire, qu'on peut pas dire aux gens, on peut pas dire aux pauvres, vous êtes trop riches. Il va falloir faire des choses un petit peu pour vous enlever. Ouais. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est la situation. Nous on sait. On voit les choses, on est dans la réalité, nous les gouvernants, on est dans le présent, dans la réalité, on voit toutes les menaces, quoi. Vous les voyez pas, vous êtes dans votre coin, donc il va falloir un petit peu vous expliquer, parce qu'on peut pas dire, bien sûr, au 19e siècle on disait il faut gouverner pour les riches, parce que de toute façon en même temps on gouverne pour la société, c'est comme ça maintenant, on peut plus dire ça, quoi. Il faut dire voilà, la réalité comme ça, malheureusement c'est désolant, mais voilà, quoi. Donc effectivement, il faut se mettre à la position du maître, quoi. C'est-à-dire que nos gouvernants sont d'abord maintenant nos professeurs, quoi. Parce qu'eux, ils savent et nous, on ne sait pas, quoi. Bon, on a bien sûr connu le grand épisode de 1995, qui était un petit peu le début de la grande croisade, de réduction des droits sociaux en France. Et bon, on se souvient donc effectivement d'un mouvement très fort contre cette réforme, et bon, de ce moment où, Monsieur Juppé, donc homme qui avait fait des grandes études, a dit c'est idiot, mais les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris que c'était pour eux qu'on faisait ça. Donc on va leur expliquer, quoi. Si on est contre, c'est qu'on a mal compris, quoi. Si on est contre, c'est qu'on a mal compris, oui, bien sûr. Et donc non, mais le problème, c'est qu'ils avaient très bien compris. Ils avaient très bien compris. Et bon, pour montrer qu'ils avaient compris, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce grand mouvement. Ils ont répondu, aux explications savantes de M. Juppé, par une petite phrase idiote, quoi. Tous ensemble, ouais, c'est pas terrible. Tous ensemble, ouais, c'est pas terrible. Mais en un sens, c'est pas terrible, mais c'est ça la politique, quoi. À savoir, on est unis, et on est unis avec tous ceux qui partagent un peu notre condition, quoi. Et voilà, le gouvernement, lui aussi a compris, quoi. A compris que ce qu'il fallait d'abord, c'est qu'ils puissent plus être unis, quoi. C'est que maintenant, les gens puissent être complètement isolés, finalement, et qu'il n'y ait plus de groupement qui puisse défendre les droits d'une collectivité. Jacques Rancière, je vous laisse une minute avec Juliette pour un questionnaire de Parjupy-Proust. Sur l'échelle du Karl de gauche, qui va de 0 à 10, 10 étant Karl Marx, 0 étant Carla Bruni, à combien vous situez-vous? À 5, c'est la moyenne. Très bien. Votre prénom est Jacques et vous êtes philosophe. Lequel de ces autres Jacques philosophes a votre préférence? Jacques le fataliste ou Jacques Derrida? Non, je choisirais pas. Jacques Derrida, c'est quelqu'un de très gentil, quoi, que j'aimais bien. Bon, c'est vrai qu'en même temps, Jacques le fataliste est plus drôle. Ah, voilà, c'est ça. On va prendre Jacques le fataliste. Vous avez, paraît-il, une passion pour la giroflée, parce que cette fleur en grappe est odorante, ou parce que l'autre sens de giroflée, c'est gifle? Non, moi c'est vraiment pour le parfum. Moi, disons, les fleurs, je m'occupe, de leur aspect visuel et de leur parfum, mais pas du reste. Très bien. Le nom de votre spécialité, c'est esthéticien, donc une spécialité philosophique. Si vous étiez née Jacqueline plutôt que Jacques, vous auriez donc été esthéticienne. Là, il y aurait eu un problème. Votre tube, Le Maître Ignorant, prend ses origines au 19e siècle à Louvain en Belgique. Est-ce que vous pensez que secrètement, c'est la raison pour laquelle Charline voulait vous inviter? C'est très probable. Merci Juliette et merci Jacques Rancière d'avoir passé cette heure avec nous, c'était passionnant. On vous a tous regardé amoureusement pendant cette heure, je vous le dis. Et je vous recommande ce dialogue avec Javier Bassas qui s'intitule Les mots et les torts, Jacques Rancière aux éditions La Fabrique. Merci beaucoup, merci à tous les amis. Je vous dis à demain, nous recevrons l'humoriste et comédienne Alice Belaïdi. Ça va être cool, et pourquoi ça va être cool, votre avis? Eh oui. Oh là là, oui, un autre registre. Bien sûr. Merci beaucoup. Ma vie est un véritable sport d'équipe. Dotée d'un mental d'acier, la journaliste Laetitia Bernard, aveugle de naissance,